Jean-Paul Belmondo, merci infiniment de nous accueillir ici. C'est un foyer, on est au Théâtre des Variétés. Ce théâtre que vous possédez aujourd'hui, c'est un rêve d'enfance de vous retrouver ici. Oui, peut-être pas d'enfance, mais c'est un rêve d'acteur d'avoir un théâtre aussi beau, hein. C'est un petit bijou où on jouait les plus grandes actrices et les plus grands acteurs. Et moi-même, je n'avais jamais joué dans ce théâtre, mais j'étais au conservatoire un peu plus loin avec tous mes copains. Et on passait pratiquement tous les jours devant ce théâtre, où j'y ai vu Guitry d'ailleurs jouer N'écoutez pas mesdames, ici. Il y a des fantômes ici. On pense à Sarah Bernard, on pense aussi à Michel Simon, à d'autres acteurs qui ont joué ici. Oui, Jules Berry, enfin pratiquement tous les grands acteurs ont joué dans ce théâtre. Alors il y a des bons fantômes. Quand on s'assoit dans la salle, on sent qu'ils sont là et qu'ils envoient des bonnes ondes. Aujourd'hui, c'est le théâtre, Jean-Paul Belmondo, et on a l'impression de dire que ça a toujours été le théâtre, d'abord. Pour vous. Oui, c'est-à-dire quand j'ai eu envie de faire de l'acteur, disons, ça m'a pris très jeune, mais je pensais au théâtre, j'ai jamais pensé au cinéma. Mais d'ailleurs, mes copains, que ce soit Marielle, Rochefort, Vernier, Beaune ou Fabien, on pensait tous au théâtre. Notre rêve, c'était de rentrer à la Comédie Française, c'était de devenir des sociétaires du français, de jouer des beaux classiques. Alors, le cinéma était une chose à part pour nous, on n'y pensait pas. Et le cinéma, il est arrivé vraiment par hasard dans ma vie. J'ai joué pendant près de 10 ans au théâtre, avec des rôles plus ou moins grands. Alors, je crois que vous jouiez même parfois une phrase, hein. Ah oui, au début, j'ai une phrase. Je me suis même trouvé à la Huchette, au théâtre de la Huchette, où on était 18 sur scène. Et il devait y avoir 5-6 spectateurs par soir. Et on finissait tous par se tuer à la fin. Alors, il y avait les types entassés sur la scène. C'est des souvenirs formidables. Ouais. C'était une époque, il y avait beaucoup de théâtre. Parce qu'à Saint-Michel, il y avait les Noctambules, il y avait le théâtre des Quartiers Latins, la Huchette, évidemment. Le théâtre de poche, qui existe toujours d'ailleurs. Tous ces petits théâtres a donné une vie énorme. Et pour les acteurs, pour apprendre son métier, c'était formidable. Avec Gaîté Montparnasse aussi, qui à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il faut remonter avant. Jean-Paul Belmondo grandit d'Enfer Rochereau. Son papa est sculpteur. Il a des racines, il a l'Algérie, l'Italie dans la famille. Il y a des souches internationales. Et cette passion du père, artiste d'abord, cet atelier fascinant. Oui, vous savez, moi, mon frère et plus tard ma sœur, on a été élevés vraiment au milieu des peintres, des sculpteurs et des acteurs aussi, parce que justement, il y avait des sociétaires de la Comédie Française comme André Bruno, qui étaient des amis de mon père, Marcel Héran. J'ai vu Sacha Guitry, quand mon père avait fait sa médaille. Donc on a vécu, et cet atelier était formidable, il y avait une ambiance, parce que mon père est resté plus de 50 ans dans cet atelier à travailler. Alors il avait une tradition, il avait un poêle Godin, ça s'appelait, et tous les jours il arrivait à 6h30, et il mettait une pomme dessus, pour qu'il y ait des épluchures de pommes, pour qu'il y ait une bonne odeur pour les modèles qui allaient venir poser, et les amis qui allaient venir le voir. Et ça a été un exemple pour nous, parce que mon père a travaillé toute sa vie, jusqu'à 84 ans, il tapait encore le marbre. Donc, et on a vu l'amour du métier, l'amour de sa passion, de pouvoir faire ce qu'il avait vraiment envie. Et je crois que quand on a la passion, ça ne s'arrête jamais. Alors, la passion d'être modeste aussi, tout en faisant son travail sérieusement, en l'apprenant, avec beaucoup, très humble, votre père. Mon père était l'homme le plus humble que je connaisse. Il recevait n'importe qui frappait à sa porte pour avoir un conseil, il était bien accueilli, il recevait tout le monde. Et il était humble, c'était un très grand sculpteur, mais jamais il ne parlait de ça, ou il était dans son art. Et moi, il me disait toujours, ne t'occupe pas des autres, fais ton travail. Et je crois que c'était une bonne chose. Et vraiment, il s'est jamais occupé, pas jaloux des autres, pas envieux. C'était un homme formidable. On dit que vous y alliez reluquer les modèles nus de temps en temps. C'était les débuts du Belmondo séducteur. Oui, c'est comme ça. Mon père disait, tiens, mais ils aiment vraiment ils aiment vraiment la sculpture, parce que quand on entendait à la maison qu'il allait avoir un modèle nu, alors avec mon frère, mine de rien, on venait dire bonjour au papa pour voir le modèle nu. Et vous expliquiez au Louvre, quasiment tous les dimanches, comment il fallait réapprendre son métier tous les jours? Ah oui, mais vous savez, tous les jours, pendant je ne sais pas combien d'années, jeune, on a été au Louvre avec mon père, parce que tous les dimanches, la sortie, c'était le Louvre. J'ai la prétention d'être une des personnes qui connaît le mieux le Louvre, parce qu'on allait dans tous les recoins et tout. Et justement, peu de temps avant sa mort, je mangeais avec lui un dimanche, et je lui ai dit justement, mais qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Il m'a dit, mais je vais au Louvre. Mais j'ai dit, pourquoi faire? Il m'a dit, pour apprendre, mon petit. Et il avait 84 ans, mais il ne le disait pas pour faire un mot, pas pour faire bien, il le pensait vraiment.
qu'on apprenait toute sa vie. Et je crois que plus on avance dans la vie, on se rend compte qu'on apprend aussi tout le temps, et c'est vrai. Alors, Jean-Paul Belmondo voulait toujours être acteur, comédien d'abord. Dès ce moment-là, Oui, tout jeune, vous savez, d'abord parce que ma mère, qui était aussi une artiste, m'emmenait toujours à la Comédie Française. Donc j'étais imprégné tout de suite par le théâtre. Il y avait deux choses qui me faisaient rêver, c'était le théâtre et la boxe, qui n'ont rien à voir. Parce que moi, je suis d'une génération où il y avait Marcel Cerdan. Et Marcel Cerdan nous a fait rêver, parce que bon, la boxe n'était pas comme aujourd'hui. Être un champion du monde, c'était une chose extraordinaire, aller battre des Américains. Alors bon, j'ai essayé, j'ai fait un peu de boxe en amateur pour voir ce que ça on donnait. dit 9 combats, 4 victoires, 4 défaites, un match nul. Ah ben vous connaissez mon palmarès, alors c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais si j'avais toujours le théâtre en tête, et avant de me faire trop abîmer le portrait, j'ai laissé la boxe pour aller au théâtre. Le théâtre, c'est d'abord donc le conservatoire. Et- Oui, j'ai eu la chance de faire le conservatoire tout en jouant. Parce que j'ai joué au Théâtre Michel, je disais à la Huchette, Sarah Bernard, enfin j'ai joué dans... presque chaque année, j'ai joué au théâtre, donc tout en étudiant le matin. Et à l'époque, c'était drôle parce qu'on n'avait pas le droit de jouer, ce qui était absurde. Oui. Et alors on jouait sous d'autres noms. Moi, je jouais sous Belmont, j'avais enlevé le haut, et Marielle avait rajouté un i, et jouait sous le nom de Marielle. Et je crois qu'il vous avait inscrit sous le nom de Jean-Claude Belmondo. Oui, Jean-Claude Belmont, moi ça a été... Et là, il y a des copains, parce qu'on a l'impression que votre vie, c'est aussi les copains, et que vous avez encore qui jouent dans ce théâtre en ce moment, Marielle, Fabian, que vous allez connaître dès ce moment-là. Oui, c'est ça. On a eu une génération, on s'est vraiment trouvé avec Rochefort, Marielle, Kremer, Vernier, Riche, tout ça. Et on a eu des atomes crochus tout de suite, on est devenus copains tout de suite. Et après, on ne s'est jamais quittés. On a toujours été amis, on est arrivés plus ou moins tôt, plus ou moins tard, peu importe, mais ça n'a jamais changé nos rapports. On est toujours restés des copains. Je crois que on en est content parce que c'est assez rare, je crois, que les gens finissent par se disputer aussi. Nous, il n'y a jamais eu d'ombre, on ne s'est jamais disputé. L'amour de ce métier Même en déjà, tant que directeur, je ne me dispute pas. Et l'amour de ce métier déjà, c'était jouer Molière, c'est-à-dire jouer les classiques à ce moment-là, et puis s'affronter avec des professeurs qui n'étaient pas particulièrement modernes. Hein. Ah oui, non, c'était des professeurs il fallait, bon, qui etc., n'appréciaient pas spécialement non, nos talents, disons, puisque bon, Rochefort, lui, n'a même pas été admis à être présenté en public. Moi, je l'ai été, mais pour avoir un second accessite, c'était la récompense la plus nulle. Mais je n'ai aucun regret et aucune amertume, parce que avoir un prix, c'était bien pour la famille, surtout. On voulait être récompensé, et elle avait l'espoir d'entrer au Français. Mais moi, j'ai eu un triomphe public très jeune. Les gens scandaient mon nom dans la salle quand j'ai pas eu de prix. Alors, et ça, c'est un souvenir formidable. Porté en triomphe avant de faire un bras d'honneur au jury. Et j'ai fait un bras d'honneur au jury, oui. Ouais. Donc mes prestations françaises sont arrêtées là. Ça a été terminé. Mais ce qui était drôle, enfin, mon père et ma mère, quand je les ai appelés le soir, j'ai dit, on m'a porté en triomphe, les gens scandaient mon nom. Mon père m'a dit, oui, c'est bien. Et t'as eu un prix? J'ai dit, non, mais ils m'ont porté en triomphe. Il dit, oui, mais enfin, t'as pas eu de prix. C'était la déception, car à l'école, j'ai jamais eu rien. Donc, je continuais à être le cancre. Mais je crois que c'était à l'époque... Bon, le conservatoire, maintenant, tout ça, c'est beaucoup plus libre pour les gens. Mais à l'époque, c'était très strict. Les classiques, fallait les jouer. Aujourd'hui, vous pouvez jouer du Molière avec une plume n'importe où, et on trouve ça très bien. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus strict. Est-ce que c'est vrai qu'une fois vous vous êtes accroché au rideau de scène, vous avez fait tout écrouler? C'est la première cascade de Belmondo. La première cascade, on peut dire, oui. Vous faisiez beaucoup de conneries, mais des bonnes conneries, des conneries d'acteurs. Joyeuses conneries. Oui. Voilà. Non, mais c'est venu parce que dans la vieille salle du conservatoire, on allait manger tous les jours à la cantine de l'Opéra, qui est pas loin d'ici. Et bon, on mangeait avec les danseuses, les danseurs, et eux ne buvaient pas parce qu'il fallait être en forme. Nous, on leur piquait leur carte rouge. Et un jour, on est arrivé un peu chaud avec toute la bande. Et Kremer m'a dit, j'étais au deuxième balcon, il m'a dit, t'es pas chiche de sauter dans le rideau. J'ai dit, tiens, vas-y. Et hop, j'ai sauté. Le rideau s'est écroulé, est tombé. Alors, un nuage de poussière. Enfin, c'était vraiment une première cascade, parce que j'aurais pu me bousiller les pattes, mais je me suis rien fait. Et le professeur est arrivé, c'était Georges Leroy, qui était un homme charmant d'ailleurs. Il me fait, ah, qu'est-ce qui se passe, M. Belmondo? Je me dis, je sais pas, j'ai tiré... j'ai tiré le rideau et il est tombé. Ça m'a valu 8 jours de mise à pied, mais enfin, c'était pas bien grave. Il y a Guy Bedos à ce moment-là aussi que vous rencontrez. Oui, je rencontre Guy Bedos. Et là, c'est carrément la bohème. Alors, vous allez faire les pitres devant les terrasses de bistrot. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec Bedos, je l'ai connu avant de rentrer au conservatoire. C'est le premier que j'ai connu
Chut, Missia, m'excuse, t'es un chien trouvé. Chut, non, stop, stop. Regardez, vous avez vu le dompteur? Couché. Et, et donc, je l'ai connu, lui, on faisait une tournée à travers la France. Normalement, ça devait être une tournée superbe, ça s'est révélé une tournée minable. Et pour se faire un peu plus d'argent, on faisait des sketchs aux terrasses de café, tous les deux. Et lui, c'est là qu'il a commencé. Vous jouiez les débiles? Moi, je jouais le débile, oui, voilà, avec le béret enfoncé sur la tête. On chantait au clair de la lune, enfin, on faisait n'importe quoi. Et on est revenu sur un camion de farine. Et là, j'ai dit à Benos, je me présente au conservatoire, si je rentre pas, j'abandonne ce métier. Il m'a dit, moi aussi. Il n'est pas rentré, je suis rentré, et on a continué tous les deux. Oui. La suite, évidemment, c'est une histoire de passion, parce que le cinéma va arriver plus tard. D'abord plus tard, oui. Des petits rôles au théâtre. Vous savez, à cette époque-là aussi, on faisait des tournées qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce qu'il y a la télévision, les gens sont habitués à voir des acteurs, mais à l'époque, on se marquait le nom en gros, on passait dans des villages en mettant Belmondo, Bedos en gros, comme si on était des vedettes. Et on faisait aussi des tournées avec Galabru, des tournées classiques. Le Malade imaginaire avec Girardot, l'Avare, on jouait dans toute la Normandie. On écumait la Normandie. Donc tout ça, on apprenait son métier en même temps, parce que c'était des classiques, on les jouait le plus sérieusement. Parce que c'est vrai qu'un jour, vous êtes arrivé sur scène, vous aviez appris que le troisième acte... Oui, ça c'est avec Galabru, il en parle facile, encore. Oui. Galabru, c'était Georges Dandin. Un jour, il me dit, on part en tournée, on va jouer c'était près de Rouen. Il me dit, est-ce que tu connais le rôle de Lubin dans Dandin? Je dis, oui, je travaille au conservatoire. Et moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une scène, la scène que je travaillais. Moi, quand je suis arrivé, il restait 3 scènes à jouer. Et je ne savais pas du tout ce qui se passait, rien du tout. Alors tout le monde me soufflait en coulisses, j'entendais pas bien. Et à un moment donné, je suis rentré, puis il y avait chut, 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 comme ça. Alors, tout le monde a rigolé de voir ce petit mec qui faisait chut, chut, chut. Et Galabru enchaînait en disant, ce que vient de m'apprendre cet homme est étrange. Et je devais lui apprendre que sa femme le trompait. Mais je lui avais rien dit du tout. Voilà qui me prend la Missia. Voilà, Missia, vas-y, être sage. Et une fois, vous aviez une seule réplique dans la pièce. Et alors, vous la jouiez, je crois, avec l'accent de Michel Simon, déjà, non? Ah oui, ça c'était... Le pain est frais. Oui, mon pain, il est tout gelé. Ça, c'est la Comédie Française. J'étais avec Marielle. J'avais ça. Lui, il disait, oh là, la femme, où que vous allez? Et moi, je disais, mon pain, il est tout gelé. Et bon, je l'ai dit en faisant l'idiot. Et donc, j'ai une première fois été appelé à la direction. Et puis après, j'ai joué dans Fantasio. Je jouais le croque-mort où je devais dire... Il y avait Fantasio qui arrivait. Et moi, j'arrivais avec un autre. On avait un corbillard. Il dit... Que faites-vous? Et je disais, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Et le metteur en scène me dit, vous êtes acteur, monsieur? Je dis, oui. Il dit, alors, vous prenez un temps. Vous dites, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Et un temps, monsieur. Il vous dit, si vous voulez. Le soir arrive, malheureusement pour l'acteur, la pièce fait un bide noir. Il était un peu trop vieux pour jouer le rôle, disons. Et moi, j'arrive, je dis, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Je sors et je repasse juste la tête et je fais « si vous voulez ». J'ai fait un triomphe comique, mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et j'ai été mis à pied, je n'ai plus rejoué au français. Parce que c'est vrai qu'on voulait vous faire jouer que des rôles de valets, des rôles comme ça. Tout mon conservatoire, je n'ai travaillé que les valets, Scapin, tous les seconds valets, les premiers valets. Je n'ai jamais joué un rôle de jeune premier. Et c'est pour ça que quand la seule télévision que j'ai fait de ma... Non, Missia, couchez. La seule émission que j'ai fait, c'est Les Trois Mousquetaires. Et quand Claude Barma m'a appelé, il me dit, alors voilà, Plancher est joué par Robert Hirsch. Je croyais qu'il m'appelait pour Plancher. Je me dis, ça y est, alors je vais ouvrir la porte, parce que Plancher, c'est ce que je pouvais jouer. Et je lui dis, mais qui joue d'Artagnan? Il me dit, mais c'est vous. Je dis, moi? Et c'est la première fois que je jouais un rôle sérieux et... C'était mes débuts-là, parce que je n'ai jamais, autrement, je n'ai travaillé que des comiques pendant tout mon conservatoire. Et quand je joue au théâtre, j'ai aussi joué les valets ou les comiques dans les pièces. Alors, le début du cinéma, c'est complètement par hasard. Un film pour la CGT. Oui, exactement. Projeté uniquement dans les meetings de la CGT. C'était Jean-Paul Belmondo à l'affiche. C'était Dimanche nous volerons, ça s'appelait. Avec Julien Berthaud, d'ailleurs, qui était un homme charmant, et Marc Cassot. Et j'étais engagé vraiment par hasard. Et j'étais en train avec une petite valise. On jouait au football devant la Régence, qui à l'époque était
le repère de toute la comédie française. Et est arrivé un type qui m'a dit, vraiment comme dans les romans pour Midinette, est-ce que vous voulez faire du cinéma? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Et j'ai pensé que c'était une blague. Et c'était ce truc de la CGT qui est sorti, alors... Personne n'a jamais vu ce film, pratiquement. Non, il est ressorti, ils l'ont ressorti une fois que j'ai été connu. Alors, ils l'ont sorti en cassette, là. Avec Belmondo, en gros. Oui, là. Belmondo, en gros, voilà. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, on s'est beaucoup amusé à le faire, je veux dire, parce qu'on tournait sur un terrain d'aviation. Et c'était mes débuts au cinéma qui n'ont pas eu de suite, évidemment, puisque le film n'est pas sorti. Et après, j'ai fait un petit rôle avec Alain Delon dans Sois belle et tais-toi, grâce à mon ami Henri Vidal, qui était une grosse vedette à l'époque et qui était venu me voir au théâtre et que je connaissais. Delon n'était pas du tout une vedette encore. Ah, Delon n'était pas vedette non plus. Tous les deux, on était, on peut dire, deux gars de Saint-Germain-des-Prés, quoi. On n'était pas aucun connu. Et après, j'ai fait les Tricheurs, un petit rôle aussi, où Marcel Carnet, j'avais eu une bagarre à Saint-Germain, et Carnet m'avait engagé parce qu'il pensait que j'étais boxeur. Il était très déçu quand je lui ai dit que j'étais acteur. Et avec Terzieff, qui était aussi un copain, je me suis retrouvé avec un petit rôle. Et puis, mon Dieu, rien ne se passait de ce côté-là. Le théâtre avançait bien, puisque bon, j'ai joué Oscar, voilà ce que j'allais dire. J'ai joué Oscar, un triomphe, et derrière, je joue Trésor parti, où j'ai des critiques sensationnelles, un gros truc. Et je fais un film avec Romy Schneider, qui s'appelle Mademoiselle Ange, où je fais le bon copain d'Henri Vidal, un rôle aussi qui ne m'apporte rien du tout. Et Godard arrive. Comment il était Godard à ce moment-là? Ah ben Godard, je le voyais dans la rue Saint-Benoît, toujours avec ses lunettes noires, et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce type? Critique au cahier du cinéma. Critique au cahier du cinéma, c'est comme ça. Un jour, justement, je jouais Oscar et j'avais fait un film qui s'appelait Drôle de dimanche, hein, pas Dimanche, nous volerons. Ouais. Drôle de dimanche, non, tais-toi. Drôle de dimanche, et avec Arletty, où j'ai eu la chance de connaître Arletty, Daniel Darieux, Bourvil, et j'avais vraiment un rôle, pas secondaire, mais 4e rôle, 5e rôle. Ouais. Et un jour au théâtre, on me dit, t'es à lui le Art? Je dis non, il y a un type qui dit que t'es extraordinaire. Et j'achète Art et je vois que j'étais Jules Berry, Brasseur, Simon. Tous les gens que vous aviez en photo dans votre chambre. Voilà, que j'avais en photo dans ma chambre. Ouais. Voilà. Et d'un coup, je vois un type qui avait ça, c'était signé Jean-Luc Godard. Je me dis, tiens, mais c'est un fou ce type-là. Et puis un jour, il m'aborde rue Saint-Benoît. Et il me dit, voilà, je fais un court-métrage, Charlotte et son Jude, si vous voulez venir dans ma chambre. Je suis curieux. Et ma femme me dit, qu'est-ce que t'en as à faire, tu y vas. Vous aviez l'impression qu'il était un peu homosexuel. Oui, je me disais un peu, c'est curieux, tu viens dans ma chambre, je fais un film, je dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, bon, ma femme me dit, qu'est-ce que tu risques, il t'emmerde, il met un coup de poing, et bon, j'y vais, et bah, évidemment, c'était pas du tout ça. Et j'ai fait Charlotte et son Julie. Il me dit, quand je ferai un grand film, je te prendrai. Oui, est-ce qu'il était déjà, on va dire, il ne savait pas ce qu'il allait faire dans la minute, vous ne saviez pas ce que vous alliez tourner? Oui, mais vous savez, à cette époque-là, Godard, on dit qu'il ne savait pas, mais il était quand même, dans sa tête, il avait bien ce qu'il voulait faire. Et dans ces Charlotte et son Jules, donc je le fais. Je suis rappelé en Algérie. Et d'Algérie, je reçois une lettre de Godard, j'étais à UCindé à ce moment-là, et il me dit, voilà, j'ai une opportunité de sortir ce court-métrage, mais j'ai pas le droit de te doubler, est-ce que tu me donnes l'autorisation que je te double? Et Godard m'a doublé pour la voix. Bon, après, quand je suis revenu... C'est pas du tout la voix de Belmondo. Non, et c'est resté dans Charlotte et son Jules parce que j'ai pas voulu... On l'imagine très bien, la voix de Godard. Et voilà. Et alors après, il y a eu... Becker faisait un film, Jacques Becker, qui s'appelait Le Trou, et on lui montre ce jeune acteur, moi en l'occurrence, pour jouer un rôle, et il dit « Ah oui, il est bien, mais il a une voix impossible. » Et je n'ai pas fait le film. Alors, Godard... Et après, donc, un matin, il m'appelle et il me dit « Voilà, on va faire un film à bout de souffle. » Je dis « Bon. » Il me dit « C'est un type, il vole une voiture à Marseille, et puis on verra où il va tuer un flic en montant, et après... où il meurt, ou on verra. Rendez-vous aux Français. Et on a commencé à tourner le premier jour, comme ça, un plan. Je rentrais dans une cabine téléphonique et je dis, qu'est-ce que je fais? Tu dis ce que tu veux. Alors dans la cabine, je faisais n'importe quoi. Puis il a dit, c'est fini. Bon, les 8 premiers jours, comme ça, on faisait 5-6 plans. Le pauvre Bourgard devenait fou. Et moi, je rentrais chez moi et je disais à ma femme... c'est bien, on s'amuse bien, ça sortira jamais. Donc j'avais aucun trac, j'avais aucune appréhension. Il y avait pas de son direct, il y avait rien. Donc j'avais l'impression. Et avec Jean Sibert, qui était une femme adorable, qui elle était affolée à l'arrivée d'Hollywood. Et je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Mais oui, parce que vous savez, le type était dans la petite voiture des postes, le caméraman caché. Pas de son, il nous disait le texte à la dernière seconde. Des fois même, pendant qu'on tournait, il soufflait. Et il me disait, dis-lui ça, je lui disais ça.
Est-ce que vous avez croisé Marielle ou je ne sais plus qui, vous dit qu'est-ce que tu tournes en ce moment? Ah non, c'était le Poulain, ça c'était extraordinaire. Oui, j'étais dans la rue Campagne Première. Vous étiez incapable de lui dire. Hein. Oui, non mais alors je tournais rue Campagne Première avec mon ami Henri Jacquet et il me dit, tu prends une balle dans le dos et tu dois mourir et tu tombes quand tu le sens de tomber. Ah bon, moi jeune acteur, je dis je vais en croquer, alors j'ai fait presque toute la rue Campagne Première avec ma balle dans le dos. Et arrivé vers les coups, je me dis, je ne peux pas traverser le boulevard Raspail, je vais tomber. Et à ce moment-là, il y a le Poulain qui arrive, il fait, mais qu'est-ce que tu fais, mon coco? J'étais là avec ma balle. Et après, alors bon, quand il m'a demandé qu'est-ce que c'était, je dis, je sais pas, je tournais un film. Un film de Et tout le monde était Godard. persuadé, je disais à mes copains de conservatoire, quand je tournais, je pensais pas que ce film sortirait. L'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Godard était passionnant et intéressant, mais je me disais, bon, le peu de cinéma que j'avais fait, c'était avec des moyens techniques énormes et des choses comme ça. Je me disais, bon, un film comme ça ne pourra pas sortir parce qu'il n'y a pas de... D'ailleurs, quand on l'a mis au doublage, les gens me disaient, les doubleurs disaient, c'est insortable, c'est vulgaire, c'est... On voit pas bien la lumière et tout. Vous aviez touché beaucoup d'argent pour tourner ça? Rien du tout, pas grand-chose, quoi, disons. Mais ça m'a rapporté beaucoup. Est-ce que ça a été un Vous savez ce qui est triomphe drôle, complètement imprévu? Je m'excuse beaucoup, mais j'y repense parce que à l'époque, oh la vache, mais qu'est-ce que tu me fais? Allez, va là-bas. Viens là, allez, va là-bas. Allez, Missia, va voir. va là-bas. Va là-bas. Va voir Freddy. Tiens, attendez, une seconde. Tiens, je vais vous l'accrocher parce qu'elle m'a pulvérisé la veste. Ouais, j'ai vu. Ah ouais. Voilà. Oui, à l'époque, je devais faire un petit rôle dans Irma la douce. Alors au départ, c'était Juliette Gréco, après c'était je ne sais plus qui, et ça finit par Colette Renard, qui était inconnue à l'époque. Et je dis à mon copain, voilà, cette pièce, ça va pas marcher, partons. Elle s'est jouée 5 ans. On va dire comme quoi. Et heureusement que j'ai pas été dedans, ça j'aurais pas pu faire à bout de souffle finalement. La vie est des fois bien faite. Et c'est la révélation. Vous êtes appelé désormais Belmondo, tout le monde le veut. Oui. Et la vie est changée complètement. Ah mais complètement. Du jour au lendemain, si vous voulez, quand j'ai fait à bout de souffle, à l'époque j'avais fait des bouts d'essai pour Moderato Cantabile, donc je tournais près de Bordeaux, Moderato Cantabile, et tout d'un coup, tout le monde m'a appelé, partout d'Italie, de France, tout le monde, je faisais 5, 6, 7 films par an, c'était, parce que je me disais, ça va pas durer, c'est pas possible, je me trompe, et ça a été vraiment comme dans les romans pour midinette, quoi, du jour au lendemain, et les journaux, et tout le monde, et tout. Vous allez jouer avec Bourvil, vous allez jouer avec des tas d'acteurs. Oui, mais vous savez, très jeune, j'ai eu la chance, que je vous disais tout à l'heure, de jouer avec Bourvil. Moi, j'étais totalement inconnu la première fois que j'ai tourné avec Bourvil et Arletty. Et là, j'ai rencontré 2 êtres d'une grande simplicité, adorable, avec un acteur inconnu. Bourvil était très drôle à la ville, il faisait rire énormément. Arletty racontait ses souvenirs, c'est un souvenir merveilleux. Il y avait une grande dame aussi, Madame Danielle Darieux. Et j'ai vu des gens qui étaient... pour moi, des dieux, et je les ai vus très simples, comme l'était mon père. Et je me suis dit, c'est ça, vraiment, le spectacle. Et tous les grands que j'ai pu rencontrer dans ma vie, après, que ce soit Gabin, Brasseur, ou tous ces gens-là, Lino, Ventura, tout étaient des gens très simples. C'est souvent ceux qui sont en dessous, qui sont emmerdants. Alors, il y aura évidemment tous des films qui reviennent en mémoire. Cartouche, qui vont être les premiers rôles d'action. On va découvrir le Belmondo bondissant, avec le Cardinal. Melville, Léon Morin, prêtre. Oui. Ce n'est pas facile toujours avec Jean-Pierre Melville. Non, mais Melville... C'est un grand rôle. Oui, non, mais Melville, c'est une grande rencontre pour moi, parce que, bon, je tournais la Tchotchara avec Sophia Loren, parce que, si vous voulez, dans le rêve que je vous dis, c'est vrai, ce qui m'est arrivé, c'est que tout d'un coup, je me suis retrouvé au cinéma, je parle, pas dans la vie, je me suis retrouvé dans les bras de Gina Lollobrigida, de Sophia Loren, Coder Gunal. C'était des filles qu'on voyait dans tous les magazines et qui faisaient rêver tout le monde. Et moi le premier, j'achetais Cinémonde comme tout le monde à l'époque, je voyais ces femmes, et tout d'un coup, du jour au lendemain, j'étais à Rome avec elles. Donc c'était un rêve fantastique. Et après, c'est elle qui rêvait d'être dans les bras de Belmondo, non? Peut-être, je ne sais pas. Non, pas elle, en tout cas. Elles étaient adorables. Et c'était des grandes stars. Ça faisait rêver, quoi. En plus, elles étaient d'une grande beauté et très sympathiques, contrairement à une légende qu'on dit souvent sur ces femmes-là. Gabin, Saint-Jean-d'Hiver. Gabin aussi. Gabin, bon, je me retrouve avec lui. Gabin...
génération, tous rêvaient de Gabin, on connaissait tous les films de Gabin par cœur. J'étais très impressionné la première fois où j'ai tourné avec lui, et il m'a mis à l'aise tout de suite, parce que bon, on a parlé sport, on a parlé boxe, on parlait football, et à la fin, j'arrivais à le faire jouer au football sur la plage de Deauville. Mais jouer avec un homme comme ça, par exemple, c'était un souvenir formidable, parce qu'il était d'un naturel, d'un vrai naturel, parce que des fois, les acteurs qui reconstruisent un naturel, ce qui est très bien, mais lui, on parlait comme on parle là, il allait devant la caméra, c'était pareil, on ne savait pas si on était en train de parler ou si on continuait à jouer. J'étais toujours ébloui par ça. Est-ce qu'il vous a dit « T'aimais 20 ans, fils » Il me l'a dit dans le film, oui. Ouais. Mais à la ville, on avait des rapports formidables comme ça, mais il était un homme pudique et il avait des rapports très très bien. Amiral Guépoite. Allez, le galop, le divin chauve. La gloire des fusiliers marins d'Extrême-Orient. À Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson. À Roselito, le plus grand de tous. Il y avait Blondin. Oui, Blondin que je connaissais depuis des années, parce que Blondin était un vieux de Saint-Germain-des-Prés. Et moi, j'allais beaucoup à l'Échaudé, à l'époque, qui était le restaurant où tous les vieux de Saint-Germain allaient. J'ai connu Blondin. Oui, la Romerie, exactement. Et j'ai vu Blondin faire la corrida que je faisais dans le film. Il l'a fait plus d'une fois sur le boulevard Saint-Germain. Donc j'avais vu ça, puis la rencontre avec Audiard, et Audiard aussi, qui manque tellement au cinéma français aujourd'hui, et qu'on a tellement attaqué d'ailleurs. Parce que moi je me rappelle, j'ai fait je crois 14 films avec Michel, et les gens me disaient, mais vous n'avez pas d'autre ambition que de tourner avec Audiard. Mais aujourd'hui, s'il y avait Audiard, tout le monde serait bien content. Vous retrouverez Godard pour Pierrot le Fou, oui. Autre film qui va rester mythique. Et là, encore une fois, pas évident hein, de savoir. Non, et c'est assez drôle l'histoire de Pierrot le Fou, vous savez, parce que Godard, j'étais devenu célèbre avec... et il me rappelle un jour et il me dit, voilà, je voudrais tourner un roman policier, et il me donne un roman policier. Je lis ce roman policier, je l'appelle et je lui dis, j'ai trouvé ça très bien. Ça tombe bien parce que c'est pas ce qu'on tourne. Et on est parti sur Pierrot le Fou. Vous disiez, ça va être l'histoire de Pierrot le Fou, en fait, pas du tout. Oui, mais alors vous savez, c'est ce qui était drôle après, parce qu'après, moi, en spectateur, j'allais à la boxe. Et quand on annonçait Pierrot le Fou, tous les types à la boxe, je disais, alors Pierrot le Fou, ça va y aller, la castagne. Je disais, quand ils vont voir ça. Et alors j'avais dit à Godard, je disais, mais tu l'appelles Pierrot le Fou, tout le monde va croire que c'est le gangster. Je dis, non, puisque dans le film, tu dis toujours, je m'appelle pas Pierrot, je m'appelle Ferdinand. C'est un film d'aventure. La prise de Constantinople, l'histoire de Nicolas de Staël et de son suicide, je sais pas. Des siècles et des siècles s'enfuirent dans le lointain, comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Quand vous avez vu le film, vous vous êtes pas dit, c'est quand même assez incroyable. Non, honnêtement, quand j'ai vu le film, j'étais très heureux, quoi, parce que j'aime beaucoup... Godard, il avait fait aussi Bande à part, que j'aimais énormément. L'univers de Godard me plaisait énormément. Et j'étais très content, bon, évidemment, pour moi, du succès d'À bout de souffle, mais pour lui aussi, parce qu'il a amené énormément au cinéma. Et il a amené beaucoup avec Pierrot le Fou, avec Le Mépris aussi, qui sont des films, je crois, extraordinaires et qui restent. Donc je suis heureux, moi, d'avoir été 3 fois dans des films de Godard. Aujourd'hui, tout le monde veut tourner avec Godard pour dire « j'ai tourné avec Godard ». Et ce qui est bien, mais moi j'ai eu la chance, moi et d'autres acteurs, mais ceux qui ont tourné vraiment à sa grande époque, et ça c'est des souvenirs merveilleux. D'ailleurs, quand je le vois, Godard, je dis toujours que j'ai fait son premier film et qu'il m'appelle quand il aura décidé que c'est le dernier. Ça, j'aurais fait le premier et le dernier. C'est plus tard possible. Plus tard, oh là là, on a le temps, on a le temps. Et là, il y a le Belmondo, déjà, qu'on aime, c'est-à-dire à la fois Godard, et puis des rôles du cinéma populaire, du beau cinéma populaire. Et les cascades, avec Gilles Delamarre, qui va être avec vous pendant toutes ces années. Et ce plaisir de faire un cinéma
à fond, quoi, toujours à fond. C'est-à-dire on se donne complètement. Mais oui, vous savez, il y a eu, parce que des fois après on m'a reproché de faire des cascades ou de faire des films populaires, mais ce qui était une erreur, je crois, parce qu'il faut les deux cinémas. Il faut Godard, justement, mais il faut aussi Verneuil, il faut aussi De Broca, il faut aussi Lautner. Il n'y a pas qu'un cinéma dans la vie, c'est là où les gens se trompent des fois. Et les cascades, vous savez, j'ai rencontré Gilles Delamarre, qui était vraiment le prince des cascadeurs. J'ai rencontré dans L'Homme d'Oriot. On est devenus très très amis. Et comme on faisait les idiots beaucoup dans les hôtels, on se pondait dans les balcons, on passait du 40e étage à une autre fenêtre. D'un coup, il m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas devant la caméra? C'est pas la peine que je te doue. Je vais le régler. Tu vois. Donc, j'ai commencé à faire les cascades là, puisque moi, je les faisais déjà à la ville depuis longtemps, puisque bon, chez ma mère, à 15 ans, je me pendais par le balcon pour affoler les... Qu'est-ce qui faisait que vous aimiez comme ça? Mais je sais pas, je suis né comme ça, alors que mon père n'était pas du tout comme ça, au contraire. Vous devez avoir un peu la trouille, non? Ah ben oui, mes parents avaient la trouille, ma mère aussi, parce que d'un coup, elle me trouvait ou pendu dans la cage d'escalier pour affoler les voisins. J'ai toujours aimé ça, et bon, quand j'allais dans les hôtels, je changeais de fenêtre, je passais d'un balcon à l'autre. Donc, après, je l'ai fait au cinéma, donc je l'ai mis... et les gens, à chaque fois que j'ai fait ça, c'était par plaisir, je ne l'ai jamais fait par nécessité. J'ai jamais fait une cascade qui m'est ennuyé. Et vous savez, c'est des souvenirs extraordinaires. Moi, j'étais pendu au-dessus de Katmandou, au-dessus de Venise, et sauté avec des bateaux sur la ville. Alors, peur sur la ville, le métro. Sur le métro, quand même. Regardez, quand même. Plonger pour éviter les ponts, comme ça. Si vous faites ça à la ville, on vous en fait. Le cinéma, on a la chance de pouvoir le faire et on vous paye en plus pour ça. Donc c'était un plaisir, on avait un plaisir énorme. Après, vous auriez quand tout Gilles risqué Delamarre... pour réussir une cascade? Ah ben oui, mais tout risqué, vous savez, pour qu'une cascade soit vraiment valable, justement, il ne faut pas la louper. Il faut pas, parce que bon, la cascade, c'est pas fait pour se tuer, malheureusement. Gilles Delamarre s'est tué, mais c'était pas disons pas de sa faute, c'est une roue qui a cassé, donc on essaye toujours qu'il n'y ait pas d'accident. Après, j'ai rencontré Rémi Villienne, qui est aussi un très très grand cascadeur, avec qui j'ai fait énormément de films. Mais vous savez, sur le métro, je prenais les vrais métros qui passaient. Et donc j'ai dû faire 7 prises. Et le dur, ce n'était pas d'être debout sur le métro, c'était d'éviter les fils et de plonger au moment juste. Et quand j'arrivais à la gare de Grenelle, il fallait que je me précipite de l'autre côté pour pas prendre le... Et il y a une histoire que je raconte toujours, mais elle est vraie. Le chauffeur, un des conducteurs du métro, a une prise, il descend, il me fait chapeau. Il m'a dit, pour 100 millions, je le ferai pas. Je lui ai dit, moi non plus. Peur sur la ville, c'est un film qui a changé les choses dans votre carrière. Bon, c'est un immense succès. Oui, c'était un gros succès, mais en plus j'étais producteur. Alors, ça a changé beaucoup de choses parce que bon, j'étais coproducteur avec Henri Verneuil, on était coproducteurs tous les deux du film. Et donc après, ça m'a permis de produire d'autres films comme Stavisky et des films plus sérieux aussi. Et ce que je vous dis, parce que moi, j'ai essayé de faire toujours les deux genres. Mais c'est vrai que bon, les gens populaires au bon sens du mot seront plus frappés par Peur sur la ville que par Pierrot le Fou. Mais c'est très bien, il faut les deux genres. Vous êtes fier du succès de l'un et de l'autre. Ah mais bien sûr, mais tout à fait. Et je les revendique et je ne les regrette pas. Vous savez, des fois, on me parle du Guignolo, mais moi, je suis très heureux d'avoir fait le Guignolo. Vous avez joué pour un rôle de clown. Voilà, un rôle d'enfant. Oui. Ben voilà, mais vous savez, quand j'étais jeune, et moi j'ai joué sur le boulevard, et j'ai débuté par le boulevard en faisant le clown, et j'adorais ça. J'adorais aller au cirque aussi. Ma mère m'emmenait beaucoup au cirque, j'adorais les clowns, et bon, j'ai eu un ami clown après, Mimile, là, qui est mort, et j'adorais le cirque, et j'adorais tout cet univers. Ça, c'est pas un chien de cirque. Non, vous aimez les chiens aussi. Hein, oui, mais celle-là, les jeunes, elle est terrible. Et puis il y a Gérard Houry, évidemment Le Cerveau. Bien sûr, c'était Bourvil. Voilà, je retrouve Bourvil et je retrouve le même Bourvil que j'ai connu des années avant, toujours gai, aimant raconter des histoires drôles et acteur, évidemment, que tout le monde connaît, merveilleux. 50-50, Anatole. Non! Quand je monte une opération, ça réussit toujours, non? Appelle-toi en Indo, dans la plaine des Jarres. Est-ce que je t'ai foutu dans la merde? Bah oui. D'accord, mais on s'en est sorti. La preuve, c'est qu'on est là. Oh, c'est quand même un peu grâce à moi. Oh. Vous pouvez pas faire attention? T'adores, mes mères. Voyou! Et David Niven aussi, qui était l'anglais, un personnage formidable. Une grande star. Des grandes stars internationales. Et Houry, tout de suite, on s'est très très bien entendus. Et après, on a refait ensemble L'As des As, où j'étais aussi coproducteur avec la L'As des As va être l'un des plus grands succès de votre carrière. Oui, c'était un des plus grands avec le professionnel sur cette époque-là. Et à l'époque, L'As des As fait dans la seule journée 71 000 entrées, ce qui n'était jamais arrivé.
Et là, avec Ouri, on tombe au Fouquet sur la banquette tous les deux en disant, vous voulez dire 7 000? Non, 71 000. Et on était restés, on s'est dit, ça n'en reviendra plus jamais, quoi. On a su, c'est des moments, vous savez, extraordinaires qu'on vit intensément. C'est pour ça que quand on a des succès comme ça, il faut les fêter, parce que c'est des choses tellement merveilleuses qu'il faut savoir les apprécier. Et là, c'est un grand moment de bonheur, parce que bon, on ne pense pas qu'aux entrées, bien sûr, ce serait idiot, mais c'était un film qu'on aimait, justement, qu'on avait fait avec joie, avec un grand plaisir, et de voir qu'il plaisait aux gens, ben, c'était une récompense formidable. Alors, un petit enfant, dans ce film, oui. Vous allez un peu l'adopter. Oui, le petit Ferrat, je l'ai revu, il est venu me voir jouer là il n'y a pas longtemps, maintenant il est chanteur, et un petit formidable, parce qu'un enfant, vous savez, au cinéma, il ne faut pas avoir peur de le dire, ou c'est insupportable, ou c'est génial, quoi. Et lui, il était vraiment génial, et à la ville, et à l'écran. Et l'extraordinaire démonstration d'Ouri et de vous, et qu'on peut, avec un cinéma de divertissement, dire des choses, dénoncer l'antisémitisme. Oui, je crois que c'est la force de Ouri. Il l'a fait aussi, je pense, avec Rabbi Jacob. C'est de faire rire avec des choses très graves et pas de dire aux gens, tenez, on vous amène un message, on va vous faire comprendre si. Il glisse les choses comme ça, avec élégance, et les gens prennent... parce que des histoires avec ce petit juif étaient formidables, je pense, et que ça touchait énormément tout le monde, et ça disait tout ce que ça veut dire, plus que les grands discours, des fois, qui peuvent être pompeux, disons, tout en voulant être très, très bien. Et à ce moment-là, déjà, la critique n'est pas toujours avec vous. Non, là, là. Hein, c'est un peu une constante. Quand le succès est là, oui, les critiques n'y sont plus. Voilà, je crois que c'est ça, et ça les a toujours embêtés. Bon, ils nous avaient attaqués, d'ailleurs, avec Ouri. On avait fait une lettre, on leur avait répondu, parce qu'il y avait un film qui ne marchait pas, et ils s'en prenaient que c'était de notre faute. Et c'était pas de notre faute du tout, parce que bon, c'était un autre genre de cinéma. D'ailleurs, c'était un film de Demy, et Demy, très gentiment, m'avait écrit pour dire qu'il était navré de tout ça, et que... Mais vous savez, en général, les critiques n'aiment pas trop les gros succès populaires, quoique aujourd'hui ils deviennent un peu plus tendres de ce côté-là, parce qu'ils se disent, bon, si on esquinte ce film et puis qu'il marche quand même, on a l'air de quoi? Alors bon, maintenant les grosses machines françaises, heureusement qu'ils sortent comme ça, ils n'osent plus trop y toucher, mais à l'époque, ils nous tapaient dessus, mais ça ne nous dérangeait pas. Vous savez, on ne fait pas des cinémas pour les critiques, on le fait pour le public. Alors, Le Professionnel, vous en parliez, Flic ou Voyou, oui. et toujours d'énormes succès. Et là, on se dit, Jean-Paul Belmondo, comme je le disais, va à fond dans son rôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dit tourner, et là, oui, vous savez, il y a une liberté de création extraordinaire. Oui, parce que justement, j'ai eu la chance de tourner avec des gens. Mais je reviens aussi à Godard ou à René, parce que si je parle de Verneuil, de Broca, ils vont dire, ah oui, on lui laisse faire tout ce qu'il veut, ce qui n'est pas faux. Ce qui est faux, je veux dire, c'est des gens qui savent diriger aussi, qui savent dire à l'acteur s'il va trop loin, s'il va pas trop loin. Et donc, ces gens-là, on a toujours besoin d'un œil pour vous guider. Mais ils vous laissent la liberté et de votre invention, ils vous brident pas d'entrée à vous dire non, faut pas faire ci, vous laisse aller, après vous demanderont peut-être une prise autrement et tout, mais on laisse la joie et l'envie, c'est comme le jeune chien, là, si vous le brivez sans arrêt, ça va devenir une pauvre chose. Il faut laisser partir les choses, mais il faut dire, que ce soit Godard, que ce soit René, Verneuil, de Broca, nous laisser notre enthousiasme là, et gommer ce qui était en trop. Mais il ne faut pas mettre les gens sur des rails, toujours. Le spectacle, c'est pas la messe, on doit s'amuser pour essayer d'amuser les gens aussi. On peut faire un travail très très sérieux en s'amusant, mais vous savez, souvent, moi, c'est ce qu'on m'a... Des gens au conservatoire me reprochaient, parce que comme je faisais le clown, on pensait que j'étais pas sérieux. Mais je crois qu'on peut s'amuser et faire très bien son métier. Alors, il y a les rencontres avec Delon, Borsalino, vous aviez déjà rencontré, que vous avez oui, rencontré dans Soleil et Toi, et on se retrouve dans Borsalino. Et puis d'autres rencontres, et des regrets aussi, des acteurs avec qui vous auriez voulu jouer. Michel Simon, par exemple. Ah bah oui, j'allais vous dire, malheureusement, oui, j'aurais aimé jouer avec Simon, bien sûr, j'aurais aimé jouer avec Jules Berry aussi, Jouvet, c'est des gens que j'aurais aimé... connaître. Simon, j'ai eu la chance de le connaître à la ville, puisque j'ai été le voir, enfin connaître c'est un grand mot, de le rencontrer. Et il jouait sous les branches de Sassafras, et j'ai été le voir dans sa loge pour le féliciter et lui dire toute mon admiration. Et il m'a regardé, il m'a fait « Mais vous n'êtes pas si qu'on le dit, jeune homme !» Et ça, c'est un souvenir de cet homme extraordinaire. Vous aimeriez un jour qu'on vous dise que vous lui ressemblez? Ah oui, pour vous, ça serait un compliment? Ah bien sûr, ça serait un compliment, parce que c'était un immense acteur. Vous savez, quand on revoit, je crois que les grands acteurs comme ça, ils ont cette chose extraordinaire, c'est que vous pouvez les voir dans des navets, les pires des navets, ils sont extraordinaires. Parce que vous avez des acteurs, des fois, ils sont très bien, mais ils ne sont très bien que dans les films très bons. Et quand ils sont dans les mauvais films, ils sont moins bons.
Mais des hommes comme Simon, comme Jules Berry, vous pouvez voir des films épouvantables, mais eux, ils sont extraordinaires. Pierre Brasseur. Pierre Brasseur, Alors, bien sûr. Mais Pas mal de... Bon, oui, mais je vous savez... crois que vous avez vécu des moments épiques avec lui. Oui, hein. j'ai eu la chance de jouer avec Brasseur. D'abord, ça m'a appris énormément mon métier, parce que j'ai joué près d'1 an avec lui, et tous les soirs avec Galabru, on le regardait avec admiration sur scène, parce que même si des fois il buvait un coup, jamais le public ne pouvait le voir. Il était toujours une invention extraordinaire. Ce qu'il avait à la ville, c'est que moi, je vous dis, j'avais eu une bagarre à Saint-Germain, ça avait été dans les journaux, parce que on nous avait mis avec Hubert Deschamps, on avait été enfermés au commissariat de Saint-Germain-des-Prés, et j'avais dit au commissaire, laissez-moi sortir, parce que je joue à 15h avec Pierre Brasseur. Ah, tu connais Brasseur, toi, petit con? Je dis, oui, je joue avec lui. On va l'appeler, et si c'est pas vrai, tu vas voir ce qui va t'arriver. Bon, on l'appelle, et Brasseur dit, lâchez-le. Alors, on est venu jouer, et après, pour lui, j'étais devenu Marcel Cerdan. Il croyait que j'avais qu'à mettre un coup de poing et tout le monde tombait. Alors, des fois, on allait à Pigalle, il insultait les gens, et puis il me disait, allez, vas-y. Alors, c'était des nuits épiques et fantastiques. Il vous arrivait de tout casser dans des bistrots. Il y a hein. des bistrots, Hein? tout. Il avait une folie extraordinaire. Et il a fait... après, moi, je l'ai eu dans Les Mariés de l'an 2. Il est mort 6 mois après, et où il était toujours extraordinaire et aimant toujours autant la boisson. Mais il fallait dépasser ça avec lui, parce que c'était un acteur hors du commun. Je veux dire, il avait une invention phénoménale. C'est aimer la vie, Jean-Paul Belmondo. Je crois que Claude Lelouch, quand il vous a fait tourner l'itinéraire de l'enfant gâté, cette histoire un peu à la Jacques Brel de quelqu'un qui plaque tout pour aller retrouver peut-être la vraie vie quelque part, n'importe où au bout du monde. Vous dites, il disait, Jean-Paul, il aime la vie, et la vie l'aime. Il faut aimer, et c'est une manière de dire, être acteur, c'est aimer la vie. Oui, je crois que vous savez, moi, personnellement, je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on ne l'aime pas. Parce que ça peut être parce que vous savez, c'est pas tout d'être vedette, hein, parce qu'être vedette, c'est une chance supplémentaire que vous donne quelqu'un qui est là-haut, sans doute. Mais vous pouvez très bien être heureux comme un fou sans être une vedette, mais pour avoir le plaisir de jouer, le plaisir des mots, le plaisir du verbe, le plaisir d'avoir le public dans une salle. C'est le plaisir d'être dessus. Comme mon père avait un plaisir avec la glaise, moi j'ai un plaisir avec les mots, avec les textes et avec le public qui est là. Moi, j'ai pas peur de dire que j'aime le public. Je viens de finir la tournée de Frédéric et de passer partout avec des publics enthousiastes. Ça vous fait du bien. C'est une chose, c'est comme une drogue. Mais je vais vous dire, j'avais autant de plaisir quand je jouais des petits rôles. J'étais heureux de rentrer, de dire ma phrase ou mes 2-3 phrases. Je crois que c'est le conseil que je donnerais toujours à un jeune quand on me demande, des fois, je voudrais faire du cinéma. Si vous rêvez d'être vedette, il faut oublier, il faut avoir l'envie de poser les pieds sur la scène et de dire un texte et d'être modeste au départ, de dire bon, j'aurai des petits rôles, j'accepte de dire 3 mots, voilà. Si d'entrée on rêve d'être la star, là c'est dangereux. Je pense à autre chose, à votre père, encore une fois, parce qu'un jour, je crois, vous avez trouvé chez lui, chez vos parents, affiché discrètement une critique élogieuse de vous. Et là, vous vous êtes pas senti peut-être un peu fier par rapport à lui? Non, mais j'ai été très touché que mon père me donne ça, parce que, honnêtement, je ne vais pas faire le type maintenant qui crache sur tout, mais au début, c'est vrai qu'on collectionne les critiques, et puis c'est vrai qu'au bout de 40 ans, ou plus de 40 ans de carrière, vous vous amusez plus à regarder les critiques, ou les bons, c'est un jeu, un peu un jeu, quoi, le critique et l'acteur. Un bon critique, il va vous démolir, et il a démoli Delon, il a démoli Belmondo, on va parler de lui. Mais là, c'était un truc formidable, parce que c'était Mauriac, et François Mauriac faisait ses carnets, et c'est quand j'ai joué Léon Morin prêtre, et il avait fait tout son carnet sur mon jeu, et mon père m'avait donné ça, et j'étais heureux, effectivement, parce que je me suis dit, là, mon père et ma mère, ils sont heureux de dire, bon, voilà, il y a eu ça, ce grand écrivain. Vous êtes heureux de les avoir rendus fiers? Oui, mais bien sûr, vous savez, je crois que tous les enfants ont envie que leurs parents soient fiers de vous. Bon, comme vous disiez tout à l'heure, je suis d'origine italienne, puisque mon grand-père et ma grand-mère étaient italiens, ma grand-mère ne parlait même pas français. Et donc, on a été élevés toujours dans l'ambiance de la famille. Après, bon, j'ai eu les enfants, maintenant, j'ai toujours les enfants, j'ai les petits-enfants, et la famille certains continue. dans ce théâtre-là. Hein, oui. Voilà, il y a mon vous, fils qui est là, et il y a mon frère qui est là aussi. Donc, la famille est une chose primordiale pour moi. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, disons, d'acteur, de jamais perdre la tête non plus par le succès et tout, puisque j'avais autour de moi
ma famille. Et j'avais l'exemple aussi, je vous dis, de mon père, qui était un homme excessivement simple et qui était un grand artiste. J'ai eu une mère aussi qui était fantastique parce que ma mère était petite et elle avait une volonté de faire. Pendant la guerre, mon père était à la guerre et on habitait à Rambouillet, près de Clairefontaine, et il y avait les bombardements au-dessus, les trucs, et elle faisait 7 kilomètres en vélo avec nous pour aller chercher des pommes de terre, et elle savait pas faire de vélo. Et tous les 3 kilomètres, elle tombait. Et j'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Et à la fin de la vie, elle avait perdu la vue et pareil, elle s'est jamais plainte. Alors moi, je me suis jamais plaint non plus. Je me plaindrai jamais parce que quand on a eu des exemples comme ça, après on peut pas se plaindre parce qu'on a bobo au genou ou bobo à la tête. On a du mal à s'imaginer quand vous avez joué Keane, retour au théâtre, et là, le trac, terrible. Ah oui, oui. Hein, vous savez, on remet sa vie en jeu. Oui, mais vous savez, je crois qu'après, on la remet à chaque fois. Finalement. C'est ce qui est beau aussi dans ce métier et ce qui fait partie des choses qu'on aime. Ce n'est jamais gagné d'avant. Parce que des fois, les gens vous disent « Oh, ben vous n'avez pas tout ça à vous faire. » Non, c'est pas vrai. Le jour où vous remontez sur scène, vous allez tout remettre en jeu. Il suffit que vous loupiez votre coup ce soir-là et tout est par terre. Et moi, quand j'ai rejoué Keane, bon, ben, j'étais évidemment une vedette de cinéma, mais bon, beaucoup de gens ne savaient pas que j'avais fait du théâtre non plus. Et tout d'un coup, 28 ans après, au lieu de rentrer dans une petite pièce, comme je m'étais dit, je suis rentré dans une des pièces les plus longues qui durait 3h30, un rôle fantastique, et j'ai eu la chance de ne pas le louper. Mais si vous voulez, j'ai eu... le soir où je l'ai joué, sincèrement, je suis monté dans ma voiture et je suis parti à 5h de l'après-midi en me disant « Je vais pas au théâtre ce soir, j'ai trop la trouille. » Et puis d'un coup, j'ai pensé à mes enfants, à mes parents. Comme ça, n'importe où? Oui, n'importe où. Puis d'un coup, je me suis dit « Non, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je suis... Et puis, du moment où vous mettez les pieds sur le plancher de la scène... tout s'en va, quoi. C'est dans la loge avant, c'est là, dans le foyer. Vous avez l'estomac qui se noue et dès que vous rentrez sur scène, c'est le bonheur et tout s'en va. D'ailleurs, il faut avoir ce trac, ça fait partie de nous. Je crois que le jour où on n'a plus le trac, même quand vous avez... Moi, Cyrano, j'ai joué plus d'1 an, Frédéric aussi, et ben, on a quand même toujours l'appréhension. Si on ne l'a plus et qu'on dit... C'est-à-dire qu'on se fout du public et là c'est pas bon. Quand je dis la trouille, on a un peu en mémoire ce petit malaise à Brest. Oh oui, mais vous savez... Ça a été un peu peut-être amplifié, je sais pas. Ça a été amplifié énormément. On a dit, qu'est-ce qu'il a, Jean-Paul Belmondo? Il est fatigué. Voilà, c'était le manque de chance que j'ai eu, je vais vous dire, c'est que j'aurais pu être fatigué et je serais resté chez moi tranquille. J'étais sur scène, malheureusement. C'est-à-dire, je jouais Frédéric, je tournais un film en même temps. Après, je suis parti à Cuba faire un film. Je suis revenu à 5h de l'après-midi, à 7h, je tournais le film de Blier, et 3 jours après, je partais en tournée. Ce qui fait que, après, j'ai eu un coup de fatigue sur scène, et je suis sorti pour récupérer, et bon, il y avait un médecin dans la salle, et il m'a dit non, il faut pas remonter sur scène, et tout. Bon, on m'a emmené à l'hôpital, où on m'a fait tous les examens, j'ai rien eu au cœur, parce que je voudrais rassurer tous les gens, parce que tout le monde que je rencontre dans la rue, ça va, mais vraiment, je dis non, ça va très bien. Vous ne voulez pas imiter Molière? Non, je ne veux pas mourir sur scène, c'est clair et net. Et si vous voulez, donc j'ai rien au cœur, et tout va bien, je suis en pleine forme. On va pas afficher le bulletin. Oui, le bulletin de santé, je vais faire comme Mitterrand, je vais sortir. Mais je dis parce que les gens, c'est très gentil, d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché, parce que j'ai reçu des lettres de partout. Ça montre qu'il y a l'amour du public. Oui, mais ça m'a beaucoup touché, ça. J'ai vu beaucoup d'amour, et ça m'a touché énormément. Même quand les gens me demandent encore comment jouer, ça me touche. Je me dis, non, mais rassurez-vous, moi, ça va. Mais je veux dire, bien sûr, mais j'ai compris aussi qu'il y a eu ça, c'était normal, parce que quelqu'un qui est sur scène, et bon, moi, je n'avais jamais encore quitté une scène, donc c'est vrai que c'est spectaculaire et que ça fait peur, mais j'ai peut-être été une trop grande conscience professionnelle. Disons que j'aurais pas dû rentrer sur scène ce jour-là, puisque je me sentais fatigué. J'aurais dû me dire, je me repose 2 jours et je monterai demain. Mais on ne doit pas tout au public. Mais si, on doit tout. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis monté quand même sur scène, parce que c'est con. Je suis comme tous les acteurs, hein, je suis pas le seul. Je suis monté avec des malheurs sur scène, je suis monté avec des maladies, je suis monté. On monte quoi qu'il arrive, c'est ça. Et en général, une fois qu'on est dessus, tout s'en va. Mais la fatigue est une chose différente. La fatigue, c'est vraiment la fatigue d'un coup. Vous n'avez jamais eu... Donc, je ne voulais pas donner non plus l'image, vous savez, du type qui se traîne sur scène. Oh, je vais la dire, ma réplique, je vais y arriver. La cascade de trop, ça vous fait pas peur? D'aller un jour, de dire il faut s'arrêter, ou il y a un moment donné, où ça s'arrêtera jamais? Je crois qu'il faut s'arrêter le jour où on n'aime plus ça. C'est-à-dire le jour, où, par exemple, j'irais au théâtre, entrer dans les pieds, en me disant, oh, ça m'emmerde d'aller jouer ça. Moi, sincèrement, ça m'est jamais encore arrivé d'aller au théâtre en me disant, ça m'emmerde d'aller au théâtre. J'ai toujours été, à partir de 5h de l'après-midi, à cette petite excitation, ce petit truc, cette petite peur, cette petite hantise. Et donc, tant qu'il y aura ça, je continuerai. J'ai arrêté les cascades, moi. Bon, ça va être prétentieux, je vais dire, j'aurais pu continuer. Mais à un moment donné aussi, j'ai pensé que j'avais fait tout ce que je
pouvais faire. J'avais pris des grands plaisirs. Et y faire compris des choses. 2 mois d'hôpital. Hein, ouais. Y compris 2 mois d'hôpital et 6 mois de plat. Oui. Donc j'ai pensé que j'avais assez donné, que je ne pourrais aller qu'en dessous et tout le plaisir, je l'avais épuisé. Tandis qu'au théâtre et au cinéma, je ne pense pas que j'ai encore épuisé mon plaisir. Quoi, voilà. Peut-être que les gens n'auront plus de plaisir à me voir, ça c'est autre chose. À ce moment-là, on vous indique la porte. Mais de soi-même, je pense que moi j'ai été quelqu'un de très gâté comme acteur. Si quelqu'un comme moi se plaignait, ça serait à désespérer. J'ai été très très gâté, j'ai joué des très très beaux rôles et eu beaucoup de succès. J'ai toujours un grand plaisir à jouer. Donc, moi, mon frein, ça sera le jour où je me lèverai un matin et je me dirai, oh, ça m'emmerde d'aller au théâtre ce soir. Tiens, alors là, je dirais, il est temps d'arrêter. L'amour. L'amour, ouais, mais ça compte aussi quand même. Bien sûr que ça compte, mais j'ai été gâté aussi oui. de ce côté-là. J'ai eu un itinéraire d'enfant gâté aussi de ce côté-là. Hein. J'ai eu des femmes que j'ai beaucoup aimées et qui me l'ont rendu très très bien. Donc on s'est quittés, on s'est séparés, mais on est restés amis toujours. Je sais pas, les femmes avec qui j'ai vraiment vécu et que j'ai aimées, aujourd'hui on est toujours des bons rapports. Je trouve que c'est terrible quand on s'est aimé énormément d'être fâché. C'est la vie qui vous sépare pour X choses, mais ne plus se parler, ne plus s'en vouloir, s'en vouloir du moins, c'est une chose terrible. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai eu une femme qui m'a donné des très beaux enfants et la lignée des Belmondo continue. Il y aura toujours un Paul. Hein, il y aura toujours un Paul, voilà. Donc je vous dis, de ce côté-là... et puis, j'ai eu évidemment d'autres femmes qui m'ont amené aussi beaucoup... les femmes vous donnent beaucoup, c'est très, très important. J'aurais été toujours reconnaissant, mais elles me l'ont été aussi. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment gâté. On a vu un petit chien se balader pendant l'émission. C'est aussi un amour dans la vie, ça, Oui, vous savez, les chiens, j'ai toujours été élevé au milieu des animaux, puisque ma mère, elle, c'était les chats. J'ai toujours été élevé, il y avait toujours 5-6 chats à la maison. Et moi, tout jeune, j'ai eu des chiens... Et puis j'ai eu des histoires d'amour avec des chiens, je peux dire vraiment, parce que ma chienne, Maya, qui est morte maintenant il y a 1 an, était une chienne extraordinaire, parce que c'était un petit Yorkshire, et moi je ne voulais pas de Yorkshire, et c'était la compagne que j'avais à l'époque, avait ce chien, et moi je disais non, je ne veux pas de ça, je vais avoir l'air de quoi, et cette chienne se cachait toujours, et elle m'attendait. Alors j'ai dit, bon, je vais la prendre, et je l'ai emmenée au restaurant. Et de ce jour-là, elle ne m'a plus jamais quitté. Alors j'ai assumé de rentrer au restaurant avec mon petit chien sous la main, je me suis fait charrier pendant des années, mais ça fait rien, elle me donnait beaucoup. Et vous savez, un chien, il y a une chose extraordinaire, je parle d'elle, parce qu'un jour, j'ai fait une cascade, cette fameuse cascade où j'ai été à l'hôpital et 6 mois de plâtre, et cette chienne, quand je faisais des têtes à queue en voiture, je l'emmenais avec moi, elle était habituée à me voir tout faire. Et ce jour-là, j'allais sous l'avion, et avant, alors je mettais mes protections, et cette petite chienne s'est mise à me mordre, à aboyer. Elle n'aboyait jamais. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu as? Elle aboyait, elle me mordait et tout. 2 minutes après, je tombais. Ça a l'air bête, mais vous savez, c'est... Et après, on m'a emmené à l'hôpital, et quand j'étais à l'hôpital, les amis sont venus, ils disaient, la chienne, elle aboyait, le docteur m'a dit, on ne laisse jamais rentrer un chien, mais là, je vous la laisse. Et quand elle m'a vu, elle s'est calmée. Et l'amour d'un chien comme ça, c'est une chose fantastique. Des rencontres de hasard, parce qu'il y a un chien que vous avez appelé Becky, de hasard, que vous avez ramené du tournage des Marie-Blanc 2. C'est pour ça que quand j'étais... On vous a dit, alors si vous voulez, monsieur Belmondo, on va vous donner un beau chien, voilà, pleine forme. Vous avez dit, non, je veux celui-là, il est estropié. Mais vous savez, j'avais ce chien, on tournait dans les Carpates, et c'était une chienne qui était sur 3 pattes. Elle avait l'air d'une petite hyène, et elle demandait à manger qu'à moi. Il y avait toute la troupe, et c'était toujours à moi qu'elle demandait à manger. Quand je suis parti, je dis, je ne peux pas laisser le chien. Elle savait que vous l'aimiez, peut-être. Oui, voilà, et quand je l'ai voulu l'emmener... Très gentiment, les gens de Roumanie m'ont amené un chien de race superbe. Et tu dis, non, c'est elle que je... Non, tenez, voilà un très beau chien, vous n'avez pas emmené ça. Et j'ai ramené ce chien que j'ai gardé 16 ans aussi, une chienne formidable avec ses 3 pattes. Elle a vécu très très bien et très heureuse. Et puis là, je voyais le petit diable que je viens de trouver, là, a été trouvé dans le bois de Boulogne. Les chiens arrivent... j'ai jamais acheté un chien de ma vie. Voilà, c'est des chiens qui arrivent par hasard. Comme les amis. Oui, voilà, les amis, on les achète pas, de toute façon. Si je vous demandais quelle est l'émotion que, dans votre vie, une des émotions que vous avez vécues, dont vous vous souvenez comme ça, spontanément. Mais vous savez, moi, comme émotion, je pourrais vous parler de mon métier, parce que j'aime pas parler de ma vie privée, donc je vous parlerai de mon métier, parce qu'évidemment, il y a les naissances des enfants dans la vie privée, hein, c'est toujours... Mais une de mes grandes émotions au théâtre, c'est quand j'ai joué Keane. Et à la dernière, j'ai joué avec un public payant, évidemment. Et c'était la dernière que je jouais. Ça faisait plus d'1 an que je jouais la pièce. Et le théâtre était bourré. Et toute la salle s'est mise à chanter « Ce n'est qu'un au revoir ». Et ça c'est un souvenir extraordinaire.
Il y a que le théâtre qui peut vous donner ça. Les émotions, je pense que j'en aurai encore... Un rêve encore? Ah bah bien sûr, j'ai encore des rêves. J'ai un rêve de jouer Shakespeare que j'ai pas encore joué. À la Comédie Française? Parce qu'enfin, la Comédie Française va vous accepter. Non, Elle vous a jamais voulu jusque-là. Mais non, elle m'a jamais voulu. Je n'ai aucune hargne sur la Comédie Française, puisque les gens qui sont là aujourd'hui n'ont rien à voir avec la... Vous aimeriez jouer Scapin, un peu un rôle de fétiche de gosse? Oui, le bourgeois gentilhomme. J'aimerais jouer aussi l'avare, Othello. C'est une même histoire qui continue? Oui, je crois que c'est une histoire qui continue et je suis fier d'avoir ce théâtre qui, justement, où il y a eu tous ces gens, aussi bien écrivains qu'acteurs, qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné l'envie de faire du théâtre et qui ont donné envie à toute une génération. Et c'est de reprendre ce flambeau. Et j'espère qu'un jour, moi-même, j'aurai donné envie à des jeunes de devenir acteurs. Merci infiniment, Jean-Paul Belmondo. Merci à vous. Voilà, pour ce parcours, dans ce cadre si extraordinaire. Voilà. C'était un grand bonheur. Merci infiniment. Au revoir. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous montez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. M'échapper, Jamais. bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile, comme dans les romans de Stevenson.